Nous sommes de retour. J'ai le plaisir d'accueillir M. Michel Seymour. M. Seymour est professeur honoraire à l'Université de Montréal. Monsieur, je vous rappelle que vous disposez de 8 minutes pour votre exposé, après quoi nous procédons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous cède donc la parole pour un exposé de 8 minutes, monsieur. Alors, merci beaucoup de me permettre d'intervenir au sujet du projet de loi numéro 1. Il va sans dire que j'accueille favorablement l'idée d'une constitution québécoise pour le Québec et encore mieux, une constitution qui affirme les droits collectifs du peuple québécois. Nous vivons depuis des décennies au sein d'un Occident dominé par une idéologie qui fait de la suprématie des droits individuels une sorte de principe sacré, alors qu'il faut plutôt rechercher un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs. Le droit de se doter de la constitution de son choix est un droit collectif fondamental. Le Québec est engagé depuis des décennies dans un lent et douloureux processus de constitutionnalisation. La Charte des droits et libertés de la personne de 1975, la Loi 99 sur les prérogatives du peuple du Québec et de l'État québécois, et les chartes quasi-constitutionnelles de la langue et de la laïcité en constituent des jalons importants auxquels il faudrait ajouter une charte de l'environnement éloignant définitivement le Québec d'un développement économique axé sur les énergies fossiles et affirmant le nécessaire consentement du peuple québécois et des peuples autochtones à tout projet de développement économique fédéral sur le territoire du Québec. Doter l'État du Québec d'une constitution renforce le droit à l'autodétermination interne du peuple québécois en lui permettant de se donner des règles du vivre ensemble qui sont compatibles avec sa réalité. J'ai des réserves substantielles sur le fond, mais aussi concernant la procédure suivie par la CAQ. S'agissant de la procédure, une constitution de cette ampleur aurait dû résulter d'un large processus de consultation citoyenne fait en amont. Il doit s'agir d'un processus bottom-up et non d'un texte venant d'un gouvernement et voté à l'Assemblée nationale par une majorité de députés, majorité d'ailleurs obtenue grâce à un mode de scrutin qui ne reflète pas la proportion des suffrages exprimés. En outre, un projet de constitution digne de ce nom doit au préalable faire l'objet, s'il doit faire au préalable l'objet en amont d'une large consultation publique, il doit aussi obtenir par référendum l'aval de la population dans son ensemble. Je veux cependant mettre l'accent sur l'aspect substantiel du projet de loi numéro 1, en particulier concernant les peuples autochtones et la minorité anglophone. La référence à ces groupes dans le projet de loi n'est évoquée que de manière vague dans le préambule. Or, il est inacceptable que leurs droits ne soient pas enchâssés explicitement sous la forme d'un ensemble de droits collectifs fondamentaux. Le gouvernement aurait dû, par exemple, proposer aux peuples autochtones l'inclusion formelle de la Déclaration de 2007 sur les droits des peuples autochtones et proposer à la communauté anglophone la codification de leurs droits linguistiques consacrés à des écoles, collèges, universités, hôpitaux et CLSC. J'insiste tout particulièrement sur la nécessité d'obtenir le consentement libre, préalable et informé des 11 peuples autochtones. Ensuite, le principe affirmant que le français est la langue officielle du Québec devrait être compris comme affirmant que cette langue est non pas la langue commune, mais la langue publique commune, ce qui permettrait en même temps de reconnaître constitutionnellement et d'appuyer financièrement des institutions dans lesquelles sont parlées les langues minoritaires publiques autochtones et anglaises. Le projet de loi numéro 1 exige en somme la reconnaissance explicite des droits collectifs du peuple québécois, mais n'exige pas la reconnaissance explicite des droits collectifs des peuples autochtones et de la minorité anglophone. La CAQ promeut, à ce propos, un modèle particulier, mentionné à l'article 30. Je cite, le modèle d'intégration de l'État est celui de l'intégration à la nation québécoise désigné sous le nom intégration nationale. Fin de la citation. Cela équivaut à toute fin pratique au modèle de la convergence culturelle. Ce modèle impose l'intégration sans reconnaissance des minorités, alors que l'interculturalisme, que pour ma part je défends, exige une reconnaissance réciproque des droits du peuple québécois, des peuples autochtones, de la minorité anglophone et des autres minorités historiques ou issues de l'immigration.
La Constitution québécoise devrait également assurer un équilibre entre droits individuels et droits collectifs. Ni primauté absolue des droits individuels, ni primauté absolue des droits collectifs. Je recommande un pluralisme normatif où normes individuelles et collectives se contraignent mutuellement et où la révision judiciaire par des juges reste centrale pour protéger l'État de droit. À cet égard, je rejette l'usage d'une disposition dérogatoire appelée disposition de souveraineté parlementaire affirmée dans la partie 2 au chapitre 2, alinéa 9, qui serait pour le moins problématique, surtout si elle était exercée de façon préventive pour préserver les textes de cette Constitution. L'usage passé de cette disposition dérogatoire préventive présente dans la loi 21, la loi sur la laïcité, est en particulier responsable de la présence d'une contradiction inscrite dans le projet de Constitution à l'article 16. En effet, le gouvernement propose de constitutionnaliser les 38 premiers articles de la Charte des droits et libertés, mais du même souffle, il autorise, en exploitant une disposition dérogatoire préventive, l'application des mesures contenues dans la loi 21 malgré ces 38 articles. Autrement dit, il accorde une portée constitutionnelle à la loi 21 en dépit du fait que certains de ces articles risquent, c'est le moins qu'on puisse dire, de contrevenir au principe de la liberté de religion inscrit dans la Charte des droits et libertés. Sans l'usage de la disposition dérogatoire préventive, les cours auraient pu se prononcer sur le fond et proposer d'harmoniser les deux chartes en invitant peut-être, par exemple, l'État québécois à adopter une règle de prédominance dans les tenues vestimentaires des employés de l'État en position d'autorité coercitive. C'est une règle de prédominance qui serait semblable à ce qui a mis fin au débat concernant l'affichage commercial. De la même manière que l'affichage commercial doit être de manière prédominante de langue française, mais autorise quand même la présence d'autres langues, les personnes en position d'autorité coercitive pourraient, de manière prédominante, porter un uniforme montrant qu'ils agissent au nom de l'État, ce qui autoriserait quand même le port de signes religieux. Je ne pense pas que la contradiction entre la Charte de la laïcité et la Charte des droits et libertés soit levée en se contentant d'affirmer, ainsi que cela est fait dans la section consacrée aux modifications apportées à la Charte des droits et libertés, que le principe d'égalité homme-femme l'emporte sur la liberté de religion. Parce que l'égalité entre les hommes et les femmes doit impliquer le respect de la liberté rationnelle, de la liberté de pensée et de la liberté de conscience des femmes. Or, ces dernières peuvent, dans toute liberté, choisir de porter des signes religieux comme marqueur identitaire d'une religion vécue en communauté au sein de leur minorité. En conclusion, bien que je soutienne l'idée de doter le Québec d'une constitution interne et d'affirmer ses droits collectifs, je rejette le projet actuel tant sur le plan de la procédure que sur le fond. Merci. Merci beaucoup, M. Seymour. Nous allons débuter notre période d'échange. Monsieur le député de Chapleau, vous avez la parole pour 5 minutes 15 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, professeur Seymour, d'être avec nous aujourd'hui, de participer aux travaux très importants de la Commission. Très rafraîchissant aussi de vous entendre sur le fond. C'est fait parmi les rares qui le font là, de façon aussi éloquente. Donc, nous sommes très, très heureux. Peut-être juste une petite clarification. Là. Je commencerai avec l'article 7 du projet de loi qui est proposé parce que, il y a la distinction et l'équilibre, justement, entre le fait que la nation québécoise est titulaire de droits collectifs intrinsèques et inaliénables et ces droits s'interprètent de manière extensive. Donc, ils concourent à la protection des droits et libertés de la personne. Donc, c'est juste une petite clarification là, que dans le projet constitutionnel, il y avait cet équilibre-là. J'aimerais peut-être également vous amener, on va poursuivre sur les droits collectifs, là, puis j'aimerais peut-être vous entendre. Vous avez écrit « Je suis favorable à l'affirmation des droits collectifs du peuple québécois. Les peuples ont des intérêts en propre, et ce, même s'ils peuvent et doivent être établis démocratiquement. Les intérêts des intérêts en propre, et ce, même s'ils peuvent et doivent être... Les intérêts du peuple ne sont pas qu'un agrégat d'intérêts individuels, même si les membres individuels de la société participent à l'interprétation des intérêts possédés en propre par le peuple. Réaliser un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs. À cet égard, il faut rejeter le principe individualiste affirmant la suprématie des droits individuels, mais il ne faut pas non plus affirmer la suprématie des droits collectifs. La Constitution doit ainsi admettre un pluralisme normatif des normes individuelles et collectives qui se contraignent mutuellement. Donc, votre mémoire comporte justement des passages sur la complémentarité entre les droits collectifs et les droits individuels. Pouvez-vous peut-être nous expliquer, au bénéfice des membres de la Commission, pourquoi cette complémentarité-là est bénéfique?
Il y a plusieurs choses à dire à ce sujet, bien sûr. Mais si on prend l'exemple, justement, de la liberté des personnes de porter des signes religieux. C'est une liberté fondamentale. Elle est inscrite à l'article 18 du Pacte international sur les droits civils et politiques. On dit que les gens ont le droit de manifester leur religion en public, individuellement et collectivement, mais individuellement aussi. Or, c'est là qu'arrivent des problèmes concernant l'exigence de la laïcité, qui est un bien collectif de la société québécoise et qui doit traverser les institutions, mais aussi le droit individuel. Alors, comment harmoniser la chose? Eh bien, les personnes en position d'autorité coercitive doivent être des représentants de l'État et doivent, pour cette raison, porter un uniforme qui montre qu'ils sont des représentants de l'État. Ce faisant, on respecte le principe de laïcité qui est un droit collectif du peuple québécois. Mais en même temps, il y a un droit individuel des personnes à leur religion. Et comment harmoniser les deux? Eh bien, je fais intervenir cette règle de prédominance. Et j'ai évoqué la ressemblance avec la règle de prédominance qu'on a adoptée finalement pour ce qui est de l'affichage commercial. Le peuple québécois a le droit que l'affichage commercial soit de manière prédominante en français, mais c'est compatible avec la présence minoritaire de langue. Eh bien, de la même manière, le droit collectif du peuple québécois à se doter d'institutions laïques peut être harmonisé avec le droit des personnes de porter des signes religieux, pourvu qu'on respecte cette règle de prédominance. Alors, voilà une façon de penser de manière fine l'équilibre entre les deux sortes de droits. Merci. Petite question. Proposer l'inclusion de la Charte des droits et libertés de la personne au projet de Constitution, c'est ce que d'ailleurs le projet de loi propose aussi à son article 16. En plus des droits linguistiques fondamentaux prévus à la Charte de la langue française, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que vous voudriez ajouter? Vous avez dit la Charte de l'environnement tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que vous voudriez ajouter? Bien, j'en ai mentionné pour les droits individuels, par exemple. On peut améliorer la Charte des droits et libertés de la personne par l'adjonction, par exemple, de la reconnaissance de l'existence non seulement des hommes et des femmes, mais des personnes LGBTQ. On pourrait aussi ajouter le droit à l'éducation. On pourrait ajouter le droit au logement. Voilà des sujets litigieux, controversés et fondamentaux pour l'exercice des libertés des personnes. Merci. Puis vous proposez, dernière petite question, la modification de la Constitution qui a un seuil plus élevé que la majorité. Ce serait quoi votre proposition pour pouvoir modifier la Constitution au niveau du seuil? J'ai évoqué rapidement vers la fin comment j'entreverrais les choses. Tout d'abord, une proposition intervient. Peut-être elle émane de la population. Ensuite, on procède à une révision judiciaire. Peut-être un avis provenant aussi, en plus, du Conseil constitutionnel. Sur cette base-là, on va de l'avant. Et lorsque c'est une modification à la Constitution, il faut probablement que ça passe à l'occasion d'un référendum en plus. Alors ça, c'est les règles. Et puis, à chaque fois, c'est la majorité, 50% plus 1, y compris à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, professeur Seymour. C'est tout le temps dont nous disposons. Je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle, Madame la députée de Robert Baldwin. Vous avez la parole pour 3 minutes 56 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, professeur Seymour, d'être ici aujourd'hui et pour votre mémoire et aussi votre présence. Si je reprends votre conclusion, première conclusion, c'est le rejet au complet du projet de loi, n'est-ce pas? Malheureusement, parce que moi, je suis favorable à l'existence d'une constitution interne pour le Québec. C'est une façon de manifester notre droit à l'autodétermination interne. C'est une avancée fondamentale. Jacques-Yvan Morin en faisait la promotion il y a des décennies. C'est un accouchement lent et douloureux, et donc je suis favorable à cela. Je suis favorable à ce que dans cette Constitution, on affirme les droits collectifs du peuple québécois. Et donc, pour moi, c'est un enjeu fondamental. J'ai écrit beaucoup sur les droits collectifs, mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons que j'ai évoquées dans mon mémoire, il y a un danger pour l'État de droit, il y a un danger pour les droits individuels, il y a un danger pour le problème de la révision judiciaire, il y a un problème que j'entrevois, moi, avec la possibilité d'une
sorte de disposition dérogatoire que le gouvernement voudrait appliquer, qui s'appelle la souveraineté parlementaire, qui à chaque occasion peut être invoquée par le gouvernement pour protéger la Constitution. Imaginons que c'est un principe de souveraineté parlementaire qui est préventif et donc qui n'autorise aucune révision judiciaire. Ça m'apparaît problématique. Donc, le document n'a aucune légitimité, d'après vous? C'est-à-dire, il faut retirer le projet de loi, non pas parce que de A à Z, c'est quelque chose d'inacceptable, mais parce que, fondamentalement, il y a des enjeux majeurs que je soulève et qui sont absents, dont la reconnaissance de la minorité anglophone et des droits des peuples autochtones. On s'interroge sur ce que ça doit être, les droits des peuples autochtones, mais il y a 46 articles dans la Déclaration de 2007 et où on voit tous les droits des peuples autochtones mentionnés. Oui, vous mentionnez dans votre mémoire que les droits des peuples autochtones et aussi les minorités anglophones, on les prévoit vraiment dans 4 considérants. Dans tout le projet de loi, là, on les prévoit seulement dans les considérants, donc ce n'est pas vraiment une protection. Effectivement. Et si on veut reconnaître les droits collectifs du peuple québécois, il faut reconnaître les droits collectifs des minorités aussi. Oui. Puis il faudrait aussi les consulter avant l'élaboration d'un projet de loi aussi important que la Constitution. Oui, j'affirmerais que, utilisant un principe autochtone fondamental provenant de la Déclaration, qu'on ne doit pas mettre des choses dans la Constitution concernant les Autochtones sans leur accord préalable, libre et informé. Exactement. Parce que ça, c'est juste pour le sommaire, si je peux dire, de votre mémoire, il y a des grandes lacunes en termes du processus, parce qu'il y avait un manque de consultation avec, comme vous avez mentionné, le bottom-up, avec la société, les acteurs de la société civile et les citoyens, incluant évidemment les nations, les peuples autochtones et les minorités anglophones. Ça, c'était un des points que vous avez soulevés. Et également, sur le fond, vous avez plusieurs réserves importantes. Je vous remercie, Madame la députée. Désolé, je dois vous interrompre. Je cède maintenant la parole au deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Maurice-Richard, vous disposez d'1 minute 19 secondes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Seymour, j'ai très peu de temps, fait que je vais essayer de résumer très vite là, avec vous ce que vous avez dit. Bon, d'un côté, vous dites « vive l'idée d'avoir une constitution », c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, c'est bien ça? Oui. Vous dites aussi que pour avoir des droits collectifs, il y a tout à fait moyen que les droits collectifs ne soient pas en contradiction ou avec les droits fondamentaux des Québécoises et Québécois, et donc au contraire, il faudrait absolument qu'ils soient en cohérence avec cela, c'est bien ça? En cohérence, ils sont parfois des droits fondamentaux. L'article 1 du pacte de 1966, c'est le droit à l'autodétermination des peuples. Et c'est un droit fondamental aussi. Donc, il y a des droits collectifs qui sont fondamentaux. Et il faut chercher un équilibre. Et pour conclure, si on parle de droits collectifs, on ne peut pas passer à côté des droits collectifs des Premières Nations et de la minorité anglophone. Ça m'apparaît tellement évident que je suis très triste de devoir le rappeler. Donc c'est un rendez-vous manqué terriblement triste, Monsieur Seymour. Exactement. Merci beaucoup. C'est une bonne manière de conclure cette dernière journée de la session. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur Seymour, pour votre contribution aux travaux de la Commission. Compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux au mardi 3 février 2026 à 10 heures, où elle poursuivra son mandat. Merci beaucoup. Merci.